Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire AOC Conseil concernant l'optimisation de sa prospection commerciale. Écoutez, on a à peu près 45 minutes pour essayer d'aborder ce sujet de manière le plus claire et la plus pragmatique possible. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Karl Frédéric Reuter. Je suis donc issu d'une formation plutôt technique, ingénieur agronome œnologue, et puis assez rapidement, sans doute du fait d'origine étrangère, on m'a mis à l'export. Voilà, j'ai donc été amené à vendre des côtes de Gascogne et des Madirans à l'export chez Château Montus et Château Bouscassé, et puis ensuite à vendre des grands champagnes chez Champagne Bollinger, où je m'occupais d'une quarantaine de pays. Depuis bientôt 6 ans, j'accompagne des vigneronnes et vignerons, mais aussi des appellations de toute la Loire, auprès du réseau AOC Conseil. On est un groupe de 9 consultants franchisés qui existe depuis 18 ans. Et donc, on accompagne ces domaines et ces organisations sur des questions de commercialisation, d'export, de marketing, de ressources humaines. On fait aussi des recrutements et puis aussi on fait des formations. Donc, aujourd'hui, le webinaire qu'on vous propose fait suite à d'autres webinaires que je vous invite à regarder sur YouTube autour, par exemple, de recrutement, de la préparation de salons, du coût de production, des ventes en ligne et bien d'autres sujets, le no-tourisme, etc. Comment on va aborder ce sujet d'optimiser sa prospection commerciale? Premièrement, rappeler un petit peu dans quel contexte on se situe. Ensuite, on verra que optimiser, c'est d'abord bien préparer ces outils de prospection. L'optimisation de la prospection, c'est aussi une optimisation du temps. Donc, quelques rappels sur l'optimisation du temps. Gérer son temps. Vous êtes nombreux à avoir des métiers très polyvalents. Et donc, du coup, il faut trouver la meilleure manière de gérer son temps. Et puis, bien évidemment, en ce moment, on est plutôt sur des relances, éventuellement après des salons. Et on va voir qu'il y a des bonnes méthodes à suivre pour à la fois suivre ses clients, mais aussi ses prospects, réussir à les catégoriser, par exemple. Et puis surtout, pour ceux qui font de la prospection depuis de nombreuses années, on se rend compte que les méthodes ont un peu changé. On va dire qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud, alors qu'avant, on donnait un peu plus de temps à ses clients et ses prospects pour réagir. Alors, en guise d'introduction, vous le savez, la prospection, elle est indispensable. On considère qu'environ 10% de vos clients doivent être renouvelés chaque année. Ça peut paraître beaucoup, mais si vous réfléchissez bien, vous avez des clients, malheureusement, qui mettent la clé sous la porte, qui sont moins bons payeurs, ou alors qui sont un peu moins actifs, parce que vous avez éventuellement du mal à garder une bonne dynamique. Donc, il faut toujours être dans cette logique-là. La concurrence, il faut être clair, elle est de plus en plus rude. Les gens sont de plus en plus professionnalisés pour vendre les vins. Et puis, il faut reconnaître aussi qu'il y a plus en plus de bons vins. Donc, la simple qualité d'un vin ne fait pas la qualité des ventes. La prospection, ça permet évidemment de limiter les risques en diversifiant sa distribution et évidemment aussi, ça permet d'optimiser ses ventes. Si on a fait une petite récolte, bien évidemment, quand on est tout le temps en mode prospection, ça peut permettre du coup de mieux vendre et donc de faciliter des augmentations de prix, par exemple. Alors évidemment, les 4 questions qu'il faut se poser quand on est dans un mode prospection, c'est qui est-ce qu'on veut prospecter en termes de distribution? Est-ce que ce sont les particuliers? Est-ce que ce sont les professionnels? Est-ce que c'est plutôt la GD, les cavistes, les grossistes, le CHR, l'export? Donc ces questions, elles sont très, très, très ouvertes. L'idéal, évidemment, c'est d'être éventuellement un petit peu partout. Les attentes de ces marchés sont différentes aussi. Quand et sur quelle durée prospecter? Ça va plutôt être une question de contrainte. On sait par exemple que sur la GD, on va avoir des cycles qu'il faut suivre, notamment sur les foires au vin. Sur l'export aussi, assez souvent, on va souvent avoir des gammes qui vont se caler un peu en début d'année. Avec quelle gamme prospecter? Évidemment, il n'est pas indispensable de prospecter toujours avec toute sa gamme. On peut tout à fait avoir certaines cuvées qui vont être dédiées plutôt à l'export, d'autres plutôt aux particuliers. Et puis, évidemment, avec quel outil prospecter, on va y revenir. Alors, plus globalement, la prospection, évidemment, votre argumentaire, il est central. Donc, essayez d'être le plus exhaustif possible pour avoir un maximum d'arguments. Mais il n'y a pas que ça.
Il faut penser à sa gamme, sur l'analyse économique, par exemple, avec les coûts de production, sur l'analyse commerciale, avec ses chiffres sur les stocks existants, sur les prix de vente, et puis aussi sur le marketing, à la fois sur le discours et sur les étiquettes. Les objectifs sont importants, évidemment. Avant de prospecter, voilà, se poser la question, quels sont les volumes que j'ai à vendre, sur quel marché, etc. Préparer aussi sa politique tarifaire, bien évidemment, s'assurer que les prix sont rentables en connaissant ses coûts de production, et puis avoir une grille de négociation qui soit bien calée, notamment avec des prix planchers. Préparer aussi ses outils de communication, notamment avoir une brochure, alors qu'elle soit papier pour des particuliers ou qu'elle soit plutôt numérique, des présentations type PowerPoint de quelques slides, des fiches techniques, une revue de presse, c'est-à-dire les résultats de vos différents concours, appels à échantillons, etc. Un site web en anglais, bien évidemment, hein, si vous souhaitez développer vos ventes à l'export, des cartes de visite. Donc voilà, quelques-uns des outils qu'il faut avoir sous la main. Évidemment, ces outils, avant de les imprimer, de les créer, il faut bien sûr réfléchir à ce qu'on va appeler la plateforme de marque. Et je vous engage à regarder du coup les webinaires de mes collègues pour vous en inspirer. La question du budget de temps et du budget argent est aussi très importante. Voilà, à la fois le temps, mais aussi l'argent. Hein. Quand on est en prospection, les déplacements peuvent coûter un peu d'argent, mais aussi le budget temps. On va y revenir sur l'optimisation du temps. Préparer aussi ces outils de suivi, on va y revenir. Et puis, je dirais que la prospection et d'ailleurs le suivi des clients, c'est un peu un état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut tout le temps se sentir un petit peu à l'affût, si vous voulez. Alors, pour commencer du coup sur cette partie gestion du temps, vous le savez, voilà, la gestion du temps, c'est quoi? C'est accomplir des tâches utiles dans un temps juste et provoquant de la satisfaction. Voilà, pour arriver à un certain but. Et si on parle maintenant de la gestion du temps appliquée au commerce, c'est toujours d'accomplir des choses utiles dans un temps juste. Donc, attention au temps qu'on va y passer. C'est pour ça qu'on va aborder ce point-là. Provoquant de la satisfaction et des ventes. Voilà. Parfois, vous avez pu passer des soirées, voilà, des moments de dégustation très intéressants avec des cavistes, peut-être avec des clients particuliers. Mais évidemment, le but, c'est quand même de réaliser des ventes aussi et pas que de passer, évidemment, un bon moment. Alors, le contexte. Finalement, la question qui se pose, c'est le temps qu'on a disponible pour le commerce. Donc là, évidemment, vous avez certainement beaucoup de cas différents. Certains d'entre vous sont des commerciaux à temps plein, d'autres font du commerce, mais aussi du marketing. D'autres doivent gérer tout un domaine, se partagent le temps, voilà, par exemple, avec de l'onotourisme, avec de la production, avec de la gestion d'entreprise. Donc, évidemment, la question se pose de combien de temps j'ai. Ça dépend aussi des objectifs commerciaux. Si vous avez, par exemple, repris un domaine ou si vous souhaitez être moins dépendant de vente en vrac, vous serez sur une démarche qui devrait être assez dynamique et donc plus de temps à y passer. Si par contre, vous avez fait un gros travail de prospection il y a plusieurs années et que vous êtes uniquement dans un suivi de clientèle, évidemment, la chose n'est pas la même, quoi. D'où l'intérêt d'avoir vraiment des objectifs commerciaux qui soient bien clairs. Ce temps disponible pour le commerce, vous le savez, il faut essayer d'être le plus régulier possible et pas se limiter aux préparations de tarifs et de salons. Assez souvent, sur les domaines que j'accompagne, on commence à réfléchir à ces tarifs au mois de janvier ou février. C'est déjà un peu trop tard. On va voir sur le calendrier que dans l'idéal, on commence à y penser en novembre. Et puis, ce n'est pas juste quelques semaines après d'éventuels salons type Wine Paris qu'on fait le suivi de ses clients. C'est idéalement tout au long de l'année. Alors, je sais très bien que voilà, quand la vigne pousse très vite ou quand on est en pleine vendange, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Néanmoins, une bonne pratique, c'est de se fixer vraiment, par exemple, un jour par mois, idéalement un jour par semaine, pour la prospection. On va y revenir. Évidemment, si vous avez mis en place des outils réutilisables d'une année sur l'autre. Exemple, script d'un email quand vous allez être en prospection. Script d'une relance téléphonique, des argumentaires, des offres qui soient mises en page. Évidemment, si vous pouvez les réutiliser une année suivante, une fois qu'ils sont faits, vous pouvez gagner du temps.
Je vous rappelle bien évidemment que le temps n'est pas extensible et donc vous êtes bien obligé de prioriser. J'en profite pour rappeler un petit outil qui est souvent utile, que j'aborde souvent avec les domaines que j'accompagne sur des questions de gestion du temps globale. Cette matrice d'Eisenhower, elle dit quoi? Elle dit que évidemment, on va prendre en compte l'urgence et l'importance pour gérer son temps. Une bonne gestion du temps, très souvent, on arrive à l'évaluer en fonction de ce qu'on met de côté, c'est-à-dire des choses ni urgentes ni importantes, et il y en a forcément. Ou alors certaines choses qui sont importantes mais qui sont non urgentes, qu'on va donc planifier. Et puis, idéalement, des choses qu'on peut déléguer, qui sont urgentes mais qui ne sont pas importantes. Et là, je m'adresse évidemment plutôt aux entreprises qui ont une équipe un peu plus étoffée. Voilà, cette gestion du temps, elle s'applique évidemment sur le commerce, mais elle s'applique plus globalement. Voilà, est-ce que c'est à vous de faire des relances paiement? Est-ce que c'est à vous de vous occuper de préparation de commandes? Est-ce que c'est à vous de préparer des documents d'accompagnement sur des commandes? Toutes ces questions-là qui peuvent se poser pour essayer de gagner du temps. Voilà. Alors évidemment, il faut essayer de garder aussi du temps un peu agréable. Parfois, voilà, je chambre un peu des vignerons qui passent du temps à regarder du matériel alors qu'il faudrait qu'ils passent du temps plutôt à aller voir des clients. Mais voilà, c'est évidemment très important, surtout dans le contexte qu'on connaît, de se forcer, entre guillemets, à passer du temps voilà, sur le commerce. Alors parfois, on ne le fait pas parce qu'on se sent moyennement à l'aise, mais évidemment, parfois, il faut se forcer un peu et puis après, c'est plus facile. Je rappelle dans le calendrier annuel un peu commercial. Donc ça, c'est dans le cas où vous êtes sur un domaine où vous avez une certaine polyvalence et puis différents types de clients. La première ligne, c'est plutôt de manière très simplifiée le cycle de la vigne et de la vinification. Donc évidemment, la vinification se suit après octobre, etc. La deuxième ligne, donc salon et portes ouvertes, plutôt ceux qui travaillent avec les particuliers, des salons particuliers éventuellement, de l'onotourisme sur la belle saison. Ensuite, on va être sur plutôt de l'accompagnement et du développement commercial auprès des professionnels. Donc, comme vous le voyez, novembre, décembre, on va commencer à réfléchir à un prévisionnel qu'on va essayer de mettre en place pour les plus gros clients. On va réfléchir aussi à des tarifs. Est-ce qu'il faut augmenter les tarifs sur toute la gamme, sur certaines cuvées? Est-ce qu'il faut rajuster les prix entre les cuvées? Des objectifs aussi qu'on va essayer de se fixer à soi-même et de réfléchir où est-ce qu'on peut gagner des volumes sur tel ou tel marché. Janvier, c'est souvent la préparation des salons pour ceux qui en font, hein, soit des salons nationaux, internationaux, type Wine Paris. En général, au mois de février, donc ces salons ont lieu. Et puis, vous voyez que mars-avril, le suivi des salons est finalement assez court. C'est quelque chose d'assez différent par rapport à il y a quelques années, où souvent on suivait les salons pendant plus de temps. D'ailleurs, il y avait un grand salon qui s'appelait Vinexpo à Bordeaux et qui avait lieu en juin. Et donc, finalement, cette période active, elle était plus étalée. Enfin, dernière ligne, ce sont les tournées. Parfois, certains de vos clients vont souhaiter être aidés sur les marchés, à l'export, sur la France. Alors, ceux d'entre vous qui sont en production, évidemment, c'est compliqué pendant les vinifications, mais pour les commerciaux, ils le savent bien, il y a certaines périodes qui sont plus propices parce que ce sont des périodes où les cartes vont être faites, les catalogues vont être faits, les formations auprès des équipes commerciales vont être possibles, etc., etc. Donc, c'est un petit peu à chacun d'entre vous, finalement, d'avoir ce genre de calendrier en tête et de se dire, bon, quelles sont les priorités du moment, réfléchir, voilà, en gros, maintenant, pour essayer de faire des tournées au maximum. Juillet, août, ça sera trop tard. On peut déjà parler de celles entre septembre et novembre. Aujourd'hui, ce sont clairement ceux qui passent le plus de temps qui font les différences sur les chiffres, quoi. Alors, je vous dis tout de suite, il n'y aura aucune formule magique, hein. Le commerce, c'est évidemment en fonction du temps qu'on y passe, mais on va voir qu'il y a des moyens aussi d'optimiser les choses. Répartition du temps au commerce, en quelques mots, l'animation du réseau représente à peu près 50% du temps que vous devez passer au commerce. Très souvent, moi je le vois,
on va finalement assez peu garder de contact avec ses clients, notamment évidemment ceux qui ne recommandent pas. Bon, ceux qui commandent régulièrement, tous les mois, tous les 2 mois, bon, le lien se fait, ne serait-ce que pour confirmer les commandes. Je vous engage fortement, et on va y revenir, à relancer régulièrement vos clients qui n'ont pas commandé depuis 3 mois, 5 mois, 6 mois. C'est vraiment un trésor que vous avez, et c'est évidemment beaucoup plus facile de réanimer d'anciens clients que de trouver des nouveaux clients. La prospection en elle-même représente à peu près 30% du temps, à la fois de profiler les personnes, d'envoyer un email et de prendre le téléphone dans la foulée. Donc évidemment, là aussi, par rapport à il y a quelques années, on va vraiment essayer d'optimiser en utilisant le téléphone, même ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais, même ceux qui n'aiment pas trop appeler les gens. Eh ben, il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'on se rend compte qu'évidemment, aujourd'hui, les emails ne sont pas suffisants dans le cas d'une prospection, mais aussi des relances et aussi dans le suivi des clients. Et puis enfin, juste un petit peu de temps, un 20% sur le reste, à faire par exemple tous les mois un reporting commercial, de regarder des études de marché ou un peu de formation. Alors, différents types de clients et prospects, c'est vraiment très important pour vous de passer le temps qui correspond, si vous voulez, à la personne que vous avez en face. Si vous avez un client qui fait partie de votre top 5, il faut y passer beaucoup plus de temps que quelqu'un qui serait dans le top 20. C'est vraiment très, très important parce que y a évidemment beaucoup plus de choses qui sont en jeu. Un client dormant, lui, évidemment, il faut essayer de le relancer selon qu'il commande d'habitude, par exemple, tous les 3 mois. Si au bout de 3 mois, il n'a pas commandé, c'est un email et c'est un coup de téléphone pour un importateur, et c'est directement un coup de téléphone pour un grossiste, pour un caviste. Ça prend juste quelques minutes. Assez souvent, il ne sera pas du tout gêné que vous l'embêtiez. Il faut d'abord commencer par lui poser des questions, comment va le business, etc. Lui poser des questions, par exemple, sur le stock qu'il a actuellement. Et vous inquiétez pas, dans la très grande majorité des cas, il ne se sentira pas gêné par le fait que vous l'appeliez. Alors, si évidemment, c'est pour être un peu le couteau sur la gorge et lui dire, bon, je pensais que vous alliez commander 10 000 bouteilles, vous en avez pris que 2 000, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, évidemment, il faut essayer de rester positif. Mais n'hésitez pas, dès que vous voyez qu'il y a un petit frein en fonction des clients, de les rappeler. De la même manière, sur les prospects, on va avoir différents types. On va avoir ce qu'on va appeler le prospect chaud. C'est celui qui a dégusté, qui connaît vos prix, qui peut commander n'importe quand. Donc, en gros, vous avez fait tout le boulot qu'il fallait pour qu'il soit prêt à commander. Le prospect froid, lui, c'est un ancien prospect chaud. Malheureusement, il n'y a pas eu de commande après 1 mois. Et puis, le suspect, c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'on vous on vous en a parlé. Il n'a pas encore été contacté, mais je vous engage aussi à le noter quelque part. Alors, ce quelque part, ça peut être à l'ancienne sur un tableau Excel, mais je vous engage aussi fortement à utiliser des logiciels qui vont faciliter les choses. On y reviendra. Donc, si on est, je dirais, sur le suivi de base, ce que vous êtes censé faire, c'est déjà tous les mois de regarder vos chiffres, ce qu'on va appeler le reporting commercial, de regarder les ventes en cumulé, par exemple depuis le début de votre exercice, de les regarder chaque mois aussi, de les regarder par cuvée. C'est très important pour se rendre compte si certaines cuvées sont en déclin ou pas. De regarder les volumes en bouteilles, de regarder les prix moyens de vente et de comparer toujours cela à la même période de l'année précédente. Attention à regarder uniquement sur un mois. Par exemple, le mois d'avril 2025 par rapport au mois d'avril 2024, il n'y a pas un très gros intérêt. Par contre, comparer janvier à avril 2024 par rapport à janvier à avril 2025, ça a un peu plus d'intérêt parce que, évidemment, vous allez moins avoir un effet de grosse commande qui serait passé d'un mois ou sur l'autre. Tous les 2 mois maximum, échange avec le top 5, sauf si vous êtes, je dirais, en lien direct avec pas mal de commandes. Mais attention, ceux qui vous font les commandes, ce ne sont pas forcément ceux qui gèrent vraiment le business. Tous les 3 mois maximum avec le top 20 et tous les 6 mois maximum avec le top 50 de vos clients. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas forcément réalisé. Quand je dis un échange, quelles sont les questions à poser? C'est comment va le business en global, voilà. Comment ça se passe depuis le début de l'année?
parfois, on est un peu là pour pour écouter les pleurs de nos cavistes, de nos grossistes. Voilà, c'est parfois un petit peu désagréable, mais ça peut faire aussi partie du boulot. Comment se portent les ventes, hein, globalement? Quels sont aussi les besoins? Alors, les besoins, ce n'est pas forcément est-ce que vous les recommandez, c'est peut-être la personne qui a prévu de venir dans la région de votre domaine. Peut-être qu'il a besoin de quelques échantillons gratuits. Peut-être qu'il a besoin que vous veniez le voir, d'organiser une tournée. Et puis, à vous de donner aussi les actualités du domaine. Alors, vous n'êtes pas obligé de lancer une nouvelle cuvée tous les 3 mois, hein. Ça peut être tout simplement un nouveau millésime. Ça peut être la mise à jour d'un site internet, de fiches techniques. Ça peut être le fait que vous venez de recruter quelqu'un, que vous êtes en train de changer de certification, que vous faites des expérimentations à la vigne, au chai, etc. Donc, très souvent, quand on va reparler à ses clients, on permet tout simplement de faire en sorte de rester dans son radar, quoi. Et donc, du coup, assez naturellement, il dit ah bah tiens, ça tombe bien, comment ça déguste le nouveau millésime, et il y a une commande qui arrive. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui se fait quand même assez facilement. On peut même imaginer utiliser quelqu'un pour le faire à sa place, par exemple, voilà, un assistant, une assistante commerciale, etc. C'est quelque chose qui se fait finalement assez facilement. Et je vous engage bien évidemment à prendre un maximum de notes pour garder ça en tête à chaque fois. Après, on va avoir un calendrier commercial un peu plus concentré en fonction de la période. Octobre-novembre, on va souvent chercher à évaluer les volumes disponibles, analyser ses stocks et puis regarder un peu plus ses ventes. Novembre, connaissant ces volumes, on va commencer à se fixer des objectifs. Idéalement, il faudrait que j'augmente le volume de telle cuvée, il faudrait que j'augmente les ventes sur tel marché, etc. Réfléchir à sa politique tarifaire, notamment une hausse globale. Commencer aussi à diffuser les tarifs auprès des plus gros clients. Idéalement, dès le mois de décembre, on va envoyer des tarifs avec des prévisionnels et puis on va aussi, pour des prospects, commencer à les profiler, c'est-à-dire à regarder un petit peu ceux qui sont intéressants, ce qu'ils ont dans leur gamme, etc. Janvier, on arrive en prospection active et on prend des rendez-vous pour ceux qui participent à des salons. Février, là encore une fois, prospection active et prise de rendez-vous sur les salons. Et puis mars, suivi des salons. Donc vous voyez que finalement, le calendrier, il est assez concentré et qu'il correspond, pour ceux d'entre vous qui sont aussi impliqués en production, à une période qui est un peu plus calme. Alors je sais très bien qu'en production, il y a toujours beaucoup de choses tout le temps, qu'il y a des mises en bouteille, qu'il y a beaucoup de choses. Néanmoins, je dirais que le calendrier est assez bien fait. On est censé trouver du temps quand même pour essayer de faire du commerce. Toute l'année, par contre, évidemment, on va essayer de récupérer des contacts, de faire des tournées et du suivi. Alors aujourd'hui, on est au mois de mai. Il y a bien évidemment des choses qui peuvent être continuées, notamment le suivi des salons, mais aussi des prospects. Si vous avez un peu raté cette période-là, vous inquiétez pas, c'est tout à fait possible de prospecter un peu toute l'année, mis à part peut-être la période juillet-août, où il y a quand même pas mal de clients qui sont beaucoup moins actifs. Préparer les salons, je le passe assez rapidement, mais c'est quand même évidemment important. Et là aussi, hein, un salon bien préparé, ça se fait avant. En fonction du nombre de rendez-vous que vous avez, vous saurez si c'est un bon salon. Et puis, bien évidemment, voilà, plus vous passerez du temps à préparer des salons, plus il sera optimisé. Donc, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Sur le suivi des salons, j'en parle un petit peu. Peut-être que certains d'entre vous ont un peu mis de côté les notes qu'ils avaient prises au salon. Dans l'idéal, dans les 24 voire 48 heures du rendez-vous, c'est-à-dire pendant le mois de février, vous envoyez déjà un email avec des remerciements, vous rappelez les principaux points, vous prenez date pour une prochaine étape, c'est-à-dire je vous envoie des échantillons dans une semaine, je vous rappelle dans 2 semaines, on enregistre les contacts et on prend des notes de manière numérique. Donc ça, c'est vraiment voilà, le jour même ou le lendemain. Il ne faut pas attendre une semaine pour le faire. S'il y a une date qui a été fixée 2 semaines après, on l'attend à l'échéance fixée. Sinon, 5 jours après, on appelle les personnes si on n'a pas de nouvelles et après, on fait des relances tous les 3 jours. Alors, vous voyez que c'est très, très proche, hein. Très souvent, les gens, après un salon, ils sont un peu fatigués, ils reprennent les affaires courantes du domaine, ils attendent 2 semaines. Non, l'idée, c'est vraiment de battre le fer tant qu'il est chaud. Encore une fois, je vous rassure, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire maintenant, mais
pour l'année prochaine, essayez de vraiment le faire. Là, on arrive dans la zone où, malheureusement, le prospect chaud, il risque d'être un prospect froid. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on va tout tenter. Je prends souvent l'exemple un peu de manière humoristique. S'il y a quelqu'un qui vous intéresse, vous allez peut-être lui proposer un moment sympa, une soirée sympa, un super restaurant, une super sortie à un concert ou que sais-je. Bon, là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on tente vraiment le tout pour le tout. Et si la personne ne mord pas à l'appât, c'est que c'est un peu fichu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on va faire? On va essayer de faire une offre de lancement avec des échantillons offerts en disant, par exemple, écoutez, suite au salon, j'avais remarqué que vous aviez aimé telle cuvée, je n'ai pas eu de retour de votre part. Je vous propose, si vous faites une commande d'ici fin mai, à vous mettre 5% d'échantillons gratuits qui vous permettront de lancer notre partenariat, de faire déguster ces vins à votre force commerciale, à vos meilleurs clients. Par contre, j'attends de vous une réponse d'ici fin mai pour ensuite, et là vous trouvez par exemple, pour ensuite me consacrer au travail à la vigne ou ce genre de choses. Et donc du coup, là en gros, vous allez tout tenter. Et une fois que ça s'est passé, et c'est là où on peut vraiment gagner du temps, si ça ne fonctionne pas, et tant pis. C'est là qu'on va arrêter de se fatiguer à relancer. On va espacer les choses et on va essayer de faire de relances plus espacées et plus collectives, on va dire. Voilà. Suivi des prospects chauds. Alors, suivi des prospects chauds, quelles sont les bonnes pratiques? Donc, comme je disais, que ce soit pendant un salon ou même après un rendez-vous, quand on a été au téléphone, encore une fois, on fait un récap. On va donner la date de la prochaine échéance. Je fais souvent des entraînements avec des vignerons, des commerciaux, en imaginant que je suis un caviste, un importateur. Et donc, si la personne raccroche le téléphone sans avoir dit « je vous rappelle mardi » ou je vous rappelle tel jour dans une semaine, etc., ce n'est pas une bonne idée. Dans l'idéal, on a toujours la date suivante qui est déjà calée, parce que sinon, on est un peu dans un flou. Donc, on va envoyer un email recap avec ces dates de prochaine échéance. On va aussi envoyer une invitation numérique, très important, parce que parfois, la personne n'a pas noté le rendez-vous. Et si vous avez prévu d'aller la voir, évidemment, vous risquez d'arriver tout seul au rendez-vous. Et puis, dans la foulée, on peut aussi inviter sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur LinkedIn, pourquoi pas sur Facebook. On invite la personne parce qu'on est dans cette dynamique et la personne risque de vous accepter encore plus facilement. Et ça vous permet aussi de gonfler, entre guillemets, votre annuaire de clients professionnels. Prise de notes détaillée au format numérique. C'est important de le faire au format numérique. Ne perdez pas votre temps à retrouver vos notes papier. Si vous préférez prendre des notes papier pendant le rendez-vous, le téléphone, il faut les remettre au format numérique pour ne pas les perdre. Pensez aussi que vous aurez peut-être à les transmettre. Et puis, se fixer aussi dans son agenda une date de suivi. Par exemple, vous avez envoyé un échantillon, vous savez que la personne va déguster dans 2 semaines, mettez-vous une date dans votre agenda en disant « relance dégustation dans votre agenda ». Le jour de l'échéance, on appelle, on n'envoie pas un email, on appelle. Si on n'a personne au téléphone, on envoie un email en expliquant « j'ai essayé de vous contacter ». Ça met un peu la pression, mais c'est plus efficace. Et puis, on réessaye de rappeler tous les 3 jours, si besoin, si on n'a pas de nouvelles. À 2 semaines, encore une fois, comme le suivi d'un salon, on va envoyer un email avec une proposition d'offre limitée dans le temps. Et si même ça ne marche pas, on passe dans le suivi des prospects froids. Le suivi du prospect froid, là, l'idée, si vous voulez, c'est de jongler entre de la communication globale et de la communication ciblée. La communication globale, on parle d'envoi d'emails en masse, où vous allez, par exemple, tenir au courant des nouveautés de votre domaine grâce à des outils de communication que vous avez mis à jour, grâce à une newsletter, alors 2-3 fois dans l'année maximum, n'y passez pas trop de temps, sur un format vraiment très synthétique, assez visuel, assez impactant. Vous avez mis à jour une nouvelle fiche technique, une nouvelle vidéo, vous avez eu une nouvelle note dans le guide Hachette, dans Decanter. C'est le moyen d'envoyer des nouvelles. Voilà. Et donc, ça ne prend pas beaucoup de temps parce que c'est global. Il faut aussi continuer à communiquer de manière ciblée, mais de manière plus espacée. Par exemple, tous les 3 mois, vous allez appeler votre prospect aux États-Unis, Mr. John,
en lui demandant, voilà, on était en lien il y a 3 mois, vous avez dégusté ma gamme, je n'avais pas eu de retour de votre part, vous souhaitiez réfléchir, où est-ce que ça en est aujourd'hui? Voilà. Et en fait, très souvent, le temps qu'on va perdre, c'est quoi? C'est déjà le temps qu'on va perdre à se remettre dans le dossier. Ça, c'est vraiment une perte de temps. D'où l'intérêt de battre le fer tant qu'il est chaud. On va avoir ensuite une perte de temps parce qu'il faudra qu'on retrouve ses notes. Donc, on n'aura pas forcément les bons outils. On va avoir aussi une perte de temps parce que on ne va pas bien accepter le fait que quelqu'un qui ne nous répond pas, au bout d'un mois, a priori, c'est mort. Et donc, du coup, il faut bien catégoriser ceux qui sont des prospects chauds et des prospects froids et ne pas hésiter à les passer, entre guillemets, dans l'autre catégorie. Voilà. Pour ce qui est des réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont un moyen de garder contact. Donc, par exemple, de suivre des prospects froids. On peut imaginer aussi prospecter de manière active grâce aux réseaux sociaux. Ça permet de faire du réseau potentiellement. Mais on considérera que ça n'assure pas forcément un lien. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Le meilleur moyen d'être impactant, c'est plutôt le téléphone, d'autant plus aujourd'hui où on a évidemment, on reçoit beaucoup d'emails. Un cas particulier, c'est le temps appliqué à la négociation. Certains d'entre vous vont être sur des négociations quand ils doivent augmenter des tarifs, quand ils doivent accepter des volumes, etc. Les questions à se poser, c'est de savoir si la négociation se fait en une fois ou en plusieurs. Et puis, quel est le timing? Est-ce qu'il y a un moment où la négociation doit être finie quoi qu'il arrive? Qui est-ce qui gère le temps? Est-ce que c'est vous le maître du temps ou est-ce que c'est votre client? Donc ça, ce sont des choses, là encore une fois, pour optimiser le temps, on va essayer de préparer un maximum à l'avance, d'essayer d'avoir ce qu'on va appeler une matrice de négociation, avec par exemple un seuil limite, une exigence élevée, pour essayer de voir finalement dans quel cadre on se place. Se fixer aussi des objectifs pris par rapport à des volumes, préparer aussi les arguments et les objections qu'on risque de vous donner, et puis, encore une fois, bien notifier tout ce qui a été dit, quoi. Voilà. Je vous en ai parlé rapidement. Il y a différents outils qui vont vous faciliter la gestion du temps et du commerce. Alors là, si vous voulez, tout dépend comment vous vous situez. Un outil de gestion globale qui est assez pratique, qui s'appelle Trello. Vous aurez le lien pour le tester. Certains l'apprécient beaucoup, d'autres moins. Ce qui est intéressant, c'est de rattacher tous vos outils par rapport à un agenda, type agenda Google ou Microsoft Exchange, etc. Un autre outil de gestion du temps, mais plutôt gestion de la clientèle, c'est Pipedrive, qui est assez apprécié. Ou alors, bien évidemment, votre logiciel de gestion, que ce soit Vitisoft, Bacchio, Wineries. Alors, je ne parle que de cela, hein, il y en a d'autres. Isagri, qui est souvent utilisé, n'a pas forcément d'outils de suivi de la clientèle. Voilà, Wineries a vraiment de bonnes solutions, mais Vitisoft et Bacchio ont aussi vraiment des solutions qui sont particulièrement intéressantes. Évidemment, ces logiciels sont plus que recommandés dans le suivi clientèle si vous êtes commercial à plein temps. Si par contre, vous avez une vingtaine de prospects que vous suivez, on peut éventuellement imaginer un tableau à l'ancienne, c'est-à-dire tableau Excel, avec des catégorisations, avec des codes couleurs, etc. Ils ont l'intérêt d'être visuels et d'être assez faciles à travailler. Bon, donc ça, c'est plusieurs choses qui peuvent être testées. Chacun peut trouver un petit peu des choses intéressantes. Si vous avez déjà ces logiciels, je vous engage fortement à vous payer quelques heures de formation parce que très, très, très souvent, on va utiliser que 5% des fonctions qui sont proposées. Donc, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, donc, je vous disais, premier aspect, la préparation de la prospection. Hein. Donc, la préparation de la prospection, c'est une bonne grille tarifaire, c'est des bons outils de communication avec une vraie réflexion sur la plateforme de marque, avec des mises en page qui soient vraiment impactantes. Aussi le temps réalisé sur le profilage de ses clients, etc., sur la récupération de contacts, sur la préparation d'arguments impactants, la préparation d'un script par email, puis un script par téléphone.
Alors, évidemment, ce script, il faut s'en détacher le plus rapidement possible, mais c'est toujours rassurant, surtout si vous n'avez pas forcément trop l'habitude de s'en occuper. Je rappelle qu'en général, la prospection, c'est parler de vous rapidement, mais surtout avoir beaucoup de questions qui vont vous permettre, si vous voulez, d'en savoir un maximum sur vos prospects et en fonction des réponses de votre prospect, de réussir à apporter spécifiquement tel ou tel argument. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'en dire des tonnes sur vous-même. Il faut que ce soit votre prospect qui parle beaucoup lui-même et en fonction de ça, vous allez apporter tel ou tel argument. Exemple, si votre prospect vous dit qu'en ce moment, ce sont les vins blancs qui fonctionnent à fond et que de toute manière, au-dessus d'un prix de vente conseillé à 15 € TTC, il arrive à rien vendre, vous savez tout de suite quelle cuvée vous allez mettre en avant. Voilà. S'il vous dit que lui, il vend que du bio ou au contraire qu'il n'en a rien à faire, évidemment, là aussi, vous allez jouer sur les arguments plus ou moins développement durable, etc. quoi. Donc ça, ce sont vraiment des choses importantes en préparation de la prospection. Deuxième temps, gestion du temps, avoir de manière globale par rapport au temps que vous avez. Mais encore une fois, attention, hein, le commerce, c'est évidemment le nerf de la guerre. Donc, essayez de prioriser un peu le commerce dès que vous le pouvez, à faire de manière régulière. Et puis, encore une fois, pensez bien à ces différents timings. Hein. Combien de temps après je relance et voilà. Donc, quelques points pour conclure. Premièrement, passer du temps au commerce régulièrement. Deuxièmement, sortir régulièrement les chiffres pour agir où et quand il faut. Attention en ce moment, ce n'est pas le moment de prospecter, tout le monde est morose. Non, c'est faux. Les chiffres, parfois, sont mauvais. Les chiffres, parfois, sont plutôt corrects, voire en progression. Donc, ce n'est pas parce que vos collègues vous disent qu'ils sont à moins 20% qu'il ne faut pas s'inquiéter vous-même d'être à moins 20%. Donc, appuyez-vous sur les chiffres de vos appellations, sur les chiffres de tel ou tel marché et sur vos propres chiffres. Sortez vraiment vos chiffres pour vraiment avoir une vision claire de la réalité. Battre le fer tant qu'il est chaud, comme je l'ai dit, ça vous permettra de tout garder en mémoire et d'être beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intéressant pour vos clients et pour vos prospects. Catégoriser les clients selon leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire les gros, les plus petits, donc top 5, top 10, top 20, et puis les clients actifs ou moins actifs, les prospects chauds ou froids. En fonction de ça, on priorise, hein, vous l'avez compris. Les clients, on commence par les plus gros et les prospects, on commence par les prospects chauds. Voilà. Ceux avec qui on peut tout de suite attraper une commande. Passer moins de temps, au moins autant de temps, excusez-moi, à relancer des anciens clients qu'à prospecter. Et oui, très souvent, on va toujours se dire « Ah, il me faut des nouveaux clients, mais on ne va pas forcément penser à des anciens clients qui n'ont pas trop recommandé. Peut-être qu'un coup de téléphone, une offre ciblée, ça peut permettre de refaire une commande. Si la personne ne fait pas une commande à ce moment-là, ce n'est pas grave, on a juste perdu 5 ou 10 minutes au téléphone et au moins, dès que ça ira mieux, ce client pourra éventuellement recommander et gardera en tête le fait que vous avez cherché à prendre des nouvelles. Mettre en place des outils réutilisables. Alors, les outils, c'est aussi bien les logiciels dont je vous ai parlé que des scripts, que des argumentaires, que des fiches techniques. Et puis, attention, ne sous-estimez pas le face-à-face et le téléphone. Un déplacement a un certain coût, ça prend du temps, ça prend de l'argent, il y a les kilomètres, l'hôtel, le restaurant, etc. Néanmoins, surtout pour vos gros clients, voilà, dites-vous que ça va évidemment faciliter la fidélisation de faire du face-à-face et puis aussi, évidemment, le téléphone, quoi. J'entends souvent, je ne comprends pas, j'ai fait 2 ou 3 relances par email, ça n'a rien donné. Plutôt que 2 ou 3 emails, faire un email et un coup de téléphone 3 jours après, ça ne prend pas forcément plus de temps et au moins on est fixé parce qu'on a une réponse et on sait ce qui se passe et donc on peut agir en fonction. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans le temps imparti. J'espère que ce n'était pas trop rapide. Évidemment, pour tout renseignement en plus, au-delà des questions que je vais vous inviter à me poser, vous aurez évidemment la possibilité de me poser des questions par email, par téléphone, ainsi que toute l'équipe AOC Conseil. Et puis par ailleurs,
sachez qu'on propose un diagnostic flash. Alors, qu'est-ce que c'est un diagnostic flash? C'est un état des lieux de votre entreprise, domaine ou cave ou négoce ou autre, qui est gratuit, sans engagement, qui est confidentiel et qui vous permet, si vous voulez, en venant vous voir et en vous posant beaucoup de questions, d'avoir un état des lieux qui permet de savoir ce qui fonctionne et ce qu'il faut travailler. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement des questions? N'hésitez pas. Carl Frédéric, j'ai une question de mon côté. Vous m'entendez? Oui, super. Ouais, donc moi je suis vigneron dans la région bordelaise et donc ça fait plusieurs générations qu'on est sur le vignoble. Et en fait, j'en discute un peu avec mon père sur la partie suivi de clients existants. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence par rapport à nos importateurs de génération en génération. À l'époque de mon père, en fait, quand il faisait un déplacement chez les clients ou alors qu'il les invitait à la propriété pour faire un voyage, les clients étaient vraiment très, très reconnaissants de ça parce que j'ai l'impression que c'était dans les années 80, 90. Ouais. C'était vraiment un grand moment pour eux. On faisait l'intronisation dans le syndicat et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, comme vous parliez un peu au début de votre message, c'est qu'il y a une telle compétition sur le marché que j'ai l'impression que ce genre d'activité, en fait, c'est devenu tellement banal, presque pour les importateurs. Peut-être pour les cavistes, c'est un peu différent, mais pour les importateurs, les gros importateurs, se faire inviter chez des vignerons, que nous, on aille les voir pour un salon, pour eux, c'est devenu tellement banal qu'en fait, je me demande comment est-ce qu'on pourrait parer un petit peu à ce phénomène de banalisation presque de l'approche commerciale pour essayer de fidéliser davantage les importateurs existants. Alors, c'est un bon point. C'est vrai qu'on va avoir une certaine… les gens qui vont être un peu blasés, voilà. Je pense qu'il y a aussi un aspect, comment dirais-je, un peu de l'éducation. C'est-à-dire que, en gros, on avait des importateurs un peu francophiles voilà, qui étaient reconnaissants de ça parce que, même si je pense qu'ils le faisaient souvent aussi, bon, ils étaient… par définition, ils partageaient beaucoup plus le côté « Ah, c'est super, merci, bravo ». Moi, la réponse que je ferais, c'est de la même manière qu'un importateur, pour essayer de le garder dynamique, ou alors même un caviste, par exemple, chez qui on veut que les commandes tournent un peu, c'est de venir avec quelques propositions. Par contre, la vraie solution, elle vient souvent de sa part. Je m'explique. Moi, je m'occupais beaucoup, enfin, mes clients, c'était principalement des importateurs. Et donc, je disais, écoutez, voilà, les ventes, elles ont un peu tendance à baisser, ou on voudrait les dynamiser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce que j'ai déjà fait sur d'autres marchés, c'est de venir organiser des dégustations avec l'équipe commerciale, de vous inviter sur le domaine. La prochaine fois que vous venez, j'ai n'importe quoi, à Wine Paris, c'est nous qui payons l'aller-retour depuis Paris. Ou alors vous venez et puis on a un gîte sur le domaine et vous passez un bon moment. Ou alors on met en place un challenge avec vos meilleurs commerciaux. Ou alors on vous envoie des bouteilles gratuites. Ou on vous envoie 10 cartons de vieux millésimes pour organiser une verticale avec des sommeliers étoilés. Donc il faut venir avec quelques propositions. Et il ne faut pas hésiter à dire, écoutez, voilà où en sont les ventes, si elles sont en baisse ou si on veut les booster, quelles sont les best practices, quelles sont les bonnes pratiques qui ont pu être faites. Et donc là, normalement, l'importateur, il va dire, nous, ce qu'on a fait avec mon fournisseur d'Argentine ou ce qu'on a fait avec mon fournisseur de Bourgogne ou de Champagne, voilà ce qu'on a fait. Et ça a l'air de bien fonctionner. Voilà. Par exemple, ce qu'on va appeler les wine dinners, les dîners vignerons, c'est un truc qui fonctionne très bien au Royaume-Uni. Les Allemands, c'est pas un truc qui les motive tant que ça, quoi. Par contre, les Allemands et les Autrichiens, souvent, ils aiment bien venir en groupe avec leur force commerciale. Bon, les Anglais aussi, remarque. C'est moins le cas sur d'autres marchés, par exemple. Voilà. Donc, de la même manière, par exemple, sur des super notes dans Decanter, dans Wine Spectator, James Suckling, Jancis Robinson, tout ce qu'on veut, c'est des choses qui vont être plus porteuses sur certains marchés, type anglo-saxon, que sur des marchés, par exemple, germanophones, quoi. Voilà. Donc, moi, ma reco, c'est de venir avec quelques propositions où vous avez l'impression quand même que ça a fonctionné sur certains marchés. Le fait de venir, par exemple, sur le domaine, il y en a qui font ça super bien, ça les marque, et il y en a d'autres qui n'en ont rien à faire, quoi. Voilà. Donc, je pense que
il y a des solutions, il faut en proposer, mais c'est vos importateurs qui, eux, ont l'expérience et qui savent ce qui les a marqués, je pense. Voilà. Merci. Alors, je rebondis d'ailleurs sur juste cet aspect de banalisation, hein. Peut-être que certains d'entre vous se posent aussi des questions avec l'accueil de journalistes. On n'a pas forcément parlé de journalistes parce que on peut avoir une certaine prospection auprès de journalistes, mais je dirais qu'elle se fait de manière indirecte assez souvent. Et pour l'avoir vécu, notamment sur des belles maisons, parfois on sort le grand jeu, mais vraiment le grand jeu, et on a un côté avec des grands journalistes français ou étrangers, et ils se sentent, mais on les voit mais tellement blasés, et on se dit, mais la vache, qu'est-ce que doivent faire les autres collègues pour qu'ils soient, pour qu'ils soient blasés alors qu'on sort des trucs de dingue avec des vieux millésimes, etc., quoi. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une surenchère, malheureusement. Donc, il faut trouver le petit truc impactant. On va souvent, alors, c'est aussi un élément de réponse un peu global, mais on va souvent quand même revenir sur des choses, comment dirais-je, une belle maison de champagne dans laquelle j'ai travaillé disait ce qu'on ne peut pas payer avec l'argent a le plus de valeur, quoi. Et souvent, sur des très gros importateurs, c'est ce moment un peu où on est au milieu des vignes, en train de boire un verre, voire même de faire les vendanges, et on va marquer plus de points que d'aller dans 2 macarons ou 3 macarons du coin, quoi. Parce que ça, il le fait 2 fois par semaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, écoutez, j'espère que ça vous a été utile, que vous avez réussi à trouver quelques points à creuser. Et puis, bien évidemment, encore une fois, hein, toute l'équipe AOC Conseil, on est du coup 9 répartis sur toute la France. Et donc, il y en a un, on va dire, à moins de 2 heures de chez vous. Donc, n'hésitez surtout pas. La situation est évidemment un peu compliquée. Pour plusieurs zones, c'est plus simple maintenant qu'il y a un an. Pour d'autres, ça reste très compliqué, on le sait très bien. Mais on est en tout cas là pour essayer de vous aider le plus possible. Donc, écoutez, je vous souhaite bon courage pour développer toutes les bonnes pratiques pour optimiser sa prospection commerciale. Et je vous dis à bientôt.